Bonjour à tous, mon nom est Julie De Groot, je suis présidente du Parlement francophone bruxellois. Bienvenue à ceux qui viennent à un jeudi de l'hémicycle pour la première fois et très heureuse de revoir ceux qui viennent souvent à ces jeudis de l'hémicycle et une belle année à tous. Alors je vais un peu mettre le cadre des jeudis de l'hémicycle, dire pourquoi on se voit cette fois-ci. Mais on a une invitée surprise, c'est pour ça que je l'attendais pour ne pas commencer justement cette introduction. C'est la ministre Frémaux et qui nous a téléphoné, en fait, Cynthia Agony et moi-même, puisque cette matinée se passe sur l'autisme. Pour ceux qui n'ont jamais assisté à un jeudi de l'hémicycle, c'est vrai que c'est bien les jeudis de l'hémicycle, c'est-à-dire que ça se passe au moment même où il y a gouvernement. Donc par définition, on n'a pas les ministres puisqu'ils sont au gouvernement. Il y a un gouvernement qui commence dans quelques minutes. Mais Céline Frémaux, voilà, nous disait, on était ensemble en réunion quand on l'a eu au téléphone, nous disait, bah voilà, moi je reviens du Canada où j'ai défendu justement le plan autisme, où je me suis enrichie des expériences canadiennes. Je veux absolument être là. Et donc je pense qu'on était tous vraiment très heureux qu'elle puisse ouvrir cette matinée et puis filer au gouvernement. Donc c'est pour ça qu'elle est là, assise dans un coin, parce qu'elle file au gouvernement et on commence voilà, de manière tout à fait officielle et je présenterai mes nombreux collègues qui sont là ensuite et on commencera, Cynthia Agony et moi-même, le programme officiel tel qu'il a été prévu. Madame la ministre, vous avez la parole. Voilà, je descends de mon petit banc. Merci à la présidente de m'avoir si gentiment autorisé à venir vous saluer ici ce matin au sein de l'hémicycle, en ma qualité effectivement de ministre en charge des personnes en situation de handicap. Alors vous le savez tous, puisque vous êtes en général des personnes extrêmement impliquées dans la thématique, que ce soit sur le plan associatif, comme parents, et je sais qu'il y a différents groupes qui sont là, dont un groupe de mamans présentes ici. Le premier plan transversal autisme a été adopté en 2016. Et je trouvais important de prendre un certain recul en allant au mois de novembre au Canada pour évaluer les avancées qui ont été faites et surtout de voir comment nous pourrons mettre à jour ce plan dans les mois qui viennent. Et donc, j'ai eu l'occasion de me rendre là-bas avec Christelle Ninforge, directrice du SUSA, Françoise Poncin, qui est logopède référente au centre de Saint-Luc, Cynthia Agony, maman et fondatrice d'ASBL Info-Autisme et du GAM. Cette mission, en tout cas, me permet de conforter la vision que je porte depuis plusieurs années sur la nécessaire inclusion de la personne porteuse de handicap au sein de la société belge dans son ensemble. Alors ici, on est effectivement à Bruxelles, mais vous pensez bien que ça dépasse largement les 19 communes et notre région au sens le plus strict. Je dirais qu'il y a deux choses qui diffèrent aujourd'hui du Canada et de la Belgique, et nous avons eu à plusieurs reprises l'occasion de prendre le temps d'en débattre, d'abord sur place avec les intervenants, mais évidemment au retour de cette mission. D'abord, on remarque qu'ils font confiance de façon extrême dans la capacité personnelle de l'enfant, du jeune adulte, de s'améliorer, de pouvoir encore et toujours apprendre, d'être inclus dans une classe ordinaire. Et je pense que cette espérance dans l'enfant, elle porte intrinsèquement tout le système éducatif dans les objectifs concrets de l'inclusion et de ne pas accepter comme tel le handicap. La deuxième chose, c'est que porté par la confiance, le Canada investit énormément depuis le plus jeune âge en donnant des moyens de sa politique. Et nous partageons, à mon avis, tous ce constat, c'est qu'il faut investir tôt et certainement avant 12 ans dans les jeunes à atteindre de troubles autistiques. Et je reprends un slogan qui a été entendu à Montréal et qui, à mon avis, est très significatif de l'état d'esprit des interlocuteurs étrangers que nous avons rencontrés, qui est « payer maintenant ou payer plus tard ». Et le Canada a fait un effort très particulier
Et c'est réellement ce qui m'a frappé à titre personnel dans le dépistage précoce. Les troubles autistiques qui peuvent être diagnostiqués en fait à partir de 18 mois. Ici en Belgique, un programme Starter a été lancé, d'abord en projet pilote par la Fondation SUSA à Mons et dans le Hainaut, et je l'ai étendu à Bruxelles. Madame Ninfort, je pense, vous en touchera un mot. Alors dès que le diagnostic est posé, il importe de ne pas laisser évidemment les parents seuls. Et à ce moment-là, le Canada va lui proposer une prise en charge précoce avant l'âge de la maternelle. Pourquoi ? Essentiellement pour stimuler l'enfant et former les parents. Et c'est une prise en charge très intensive sur un laps de temps qui est court, à peu près 6 mois. Et dans cette prise en charge précoce, un premier rôle est à prendre en charge par le niveau régional. Et il s'agit des éducateurs spécialisés qui sont formés notamment aux méthodes Teach. La deuxième chose, c'est le rôle fondamental des logopèdes. C'est à ce niveau, je pense qu'il est important que le fédéral modifie son approche et reconnaisse que les enfants qui présentent des troubles autistiques ont un besoin immense de soutien dans l'apprentissage de la langue par les logopèdes. La demande des parents et des proches est de pouvoir élargir la nomenclature de l'INAMI, de sorte que l'ensemble en fait, des aides qui sont procurées par les logopèdes puissent évidemment faire l'objet d'un remboursement. Et comme souvent, dans cette problématique-ci ou d'autres par ailleurs, l'attention aux périodes de transition comme le premier contact avec les écoles maternelles est fondamentale. Et en allant au Canada, nous avons visité 2 écoles. Dans la première école, j'ai constaté avec l'ensemble des personnes qui m'accompagnaient qu'avec des moyens, et des moyens nécessaires, une bonne formation des enseignants, eh bien, le système de classe inclusive tel que récemment lancé en Belgique est prometteur. Alors, il est évidemment prometteur surtout de bien-être pour l'enfant, mais qui va se répercuter sur l'ensemble de la famille, sur l'ensemble de la fratrie. Et les résultats que j'ai vus étaient extrêmement encourageants. Dans la classe Teach, l'espace est très très bien limité, délimité en zones qui sont identifiables par l'enfant. C'est-à-dire que vous avez un travail individuel qui s'opère, vous allez avoir des ateliers créatifs. Et pour chaque jour de la semaine, vous allez avoir une activité qui programme et qui se déroule en fonction des autres. Et chaque élève possède un horaire visuel pour les activités qui se passent au sein de l'école. Et la structuration visuelle de l'espace et du temps va bien évidemment aider l'enfant autiste à comprendre l'environnement dans lequel il évolue, d'avoir tous les codes qui lui permettent d'appréhender cette réalité au quotidien. Je voudrais surtout mettre en avant le fait qu'en fait, chaque enfant doit se voir reconnaître dans ses fragilités, une fois que celles-ci sont reconnues, un plan d'inclusion spécifique qui englobe tout le monde. Et ça a été encore plus renforcé par ce déplacement au Canada, parce que sans le concours de tous, l'inclusion de l'enfant est vouée à l'échec. C'est une conviction profonde. La visite que nous avons faite aussi de l'administration locale a montré comment le Québec était passé d'institutions agréées par une phase assez large de désinstitutionnalisation avec des maisons de plus petite unité, d'une moyenne de 5 personnes, qui est une approche novatrice et qui fixe en fait un idéal aussi à atteindre chez nous en région Bruxelles-Capitale. Alors en contrepoint, et c'était important d'en parler avec les différentes personnes qui m'accompagnaient, d'une idée extrêmement répandue qui dirait que tout est parfait au Québec, il y a eu des faiblesses. Et on a très rapidement perçu ces faiblesses. Les listes d'attente pour le diagnostic et la prise en charge précoce sont extrêmement importantes au Canada. Au niveau scolaire, vous avez une inclusion qui est beaucoup plus avancée que chez nous. Vous n'avez pas pour autant une disparition des classes spécialisées et des écoles spécialisées. Et donc, un nombre important de difficultés d'intégration qui sont relevées au niveau des commissions scolaires qu'ils appellent scolaires régionales sur le Québec. Les parents aussi demandent d'être traités sur le même pied que les familles d'accueil. Ils ne veulent pas être désavantagés par rapport à une prise en charge via un tiers, et donc ils recommandent constamment, et à mon avis avec beaucoup de légitimité, de garder une maîtrise, c'est-à-dire d'éduquer soi-même l'enfant, ou de pouvoir avoir ce choix de le confier à un tiers, avec évidemment un apprentissage particulier dans la relation à l'autre.
La difficulté, pour moi essentiellement dégagée au niveau du Canada, se situe après la fin de l'obligation scolaire, puisque l'aide, en fait, pour personnes qui sont plus déficientes sur le plan intellectuel, va se réduire de façon drastique. Et M. Majoroc nous expliquera la situation aussi vécue en Belgique. Alors, au retour de cette mission, qui a eu lieu fin novembre, nous sommes en train de tirer toute une série de leçons pour porter la politique des personnes en situation de handicap et évidemment avoir une approche encore plus spécifique sur la déficience ESA et doper non seulement les politiques, mais permettre justement ces démarches le plus inclusive possible, qui permet de tirer systématiquement l'enfant vers le haut et d'avoir un effet positif sur les familles. Et cela se traduira dès 2019 par des mesures concrètes que je prendrai prochainement. Alors pour terminer, un des intervenants m'a fait remarquer que c'était la première fois qu'une mission étrangère s'intéressait à l'autisme au Canada. Et cette mission, je pense, a représenté pour chacune des parties un échange de bonnes pratiques qui était fondamental. Et chacun a considéré aussi, avec beaucoup d'humilité, que nous sortions grandis de ces rencontres de 3 jours. Et je pense que c'est fondamental de pouvoir avancer, de prendre des mesures, de travailler sur ce plan autisme qui était une première aussi francophone, de pouvoir en tirer aujourd'hui toute une série de considérations, d'avoir des bonnes évaluations de celui-ci, mais de surtout immédiatement se situer dans des politiques qui sont prospectives. Parce que je dirais que nos enfants n'attendent pas, ils grandissent, que les familles doivent pouvoir être accompagnées au mieux et avec les meilleurs moyens qui existent de par le monde. Alors c'était ma volonté de pouvoir prendre un moment avec vous ce matin avant de rejoindre le gouvernement, parce que vous donnez tous de votre temps, déjà que ce soit au sein des associations, mais comme parents, en vous mobilisant avec force et conviction. Et donc ma présence était là aussi pour vous soutenir, vous dire toute la considération qui est la nôtre dans le travail que vous opérez au quotidien, dans les soins que vous apportez à vos enfants, et vous dire que nous partageons en tout cas en commun cette volonté forte d'une société inclusive. Et je vous souhaite vraiment une excellente, excellente matinée de travail. Bonne journée. Merci, Madame la Ministre, et bon gouvernement. Alors, j'avais dit que j'allais juste ouvrir ceci après que la ministre ait pris la parole. Et juste pour dire que, voilà, on a porté avec tous les collègues qui sont là, qui ont souvent assisté au jeudi de l'hémicycle, la démarche des jeudis de l'hémicycle, mais terminer ce cycle avec le GAMP, Infor Autisme sur ce sujet-ci, c'est particulièrement fort et plein de sens pour nous. Parce que, je l'ai souvent dit à certains qui sont là aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on fait cette formule du jeudi de l'hémicycle, qui n'est pas une conférence, qui n'est pas un colloque, qui n'est pas une commission parlementaire? C'est vraiment notre réponse, très modeste, qui a été itérative d'ailleurs, au début un peu balbutiante et qui s'est après plus structurée, aux crises de nos démocraties occidentales. Partout, on voit une crise profonde de nos démocraties occidentales. Au fond, moi, je suis là, voilà, toutes les semaines assise ici, et j'ai devant moi des députés. On se dit Montesquieu, Tocqueville, etc., les représentants du peuple. Pas sûr que les gens nous voient encore comme ça. Et donc, il y a des nouvelles formules. La démocratie participative, les panels citoyens, où on met quand même les citoyens encore dans des petits locaux, les tirages au sort, etc. Et nous, on s'est dit, il y aura demain des nouveaux codes de démocratie, mais entre-temps, notre job, c'est d'ouvrir les portes à la société civile. Et tous les mois, on est le seul Parlement à ouvrir ses portes à la société civile. Et mes collègues sont à chaque fois là. Je vais les présenter parce que c'est ça l'idée. L'idée est que ce soit vraiment un dialogue. Vous êtes assis dans un lieu qui reste un lieu signifiant, qui reste un lieu de prise de décision, de parole, de cadre pour nos actions et pour vos actions futures, mais on est en dialogue. Ceci étant, et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment tellement fort de terminer notre cycle de législature avec le GAMP et Infor Autisme, le GAMP, avant qu'on lance les jeudis de l'hémicycle,
ont, eux, fait leur démocratie participative, ont forcé la porte. Parce que là, je dis, nous, on ouvre tous les mois les portes du Parlement, et c'est vrai, et on est tous très fiers de ça, mais le GAMP, eux, et avec Info-Autisme, ont forcé la porte. Ils ont été les emmerdeurs de service. Merci pour ça. Cynthia, tu es d'accord? Ils ont tous les ans fait un sitting. À chaque fois qu'on ouvrait la séance du Parlement francophone bruxellois, le GAMP était là, il ne fait pas toujours beau début septembre, était là pour forcer la porte du Parlement. Et ça veut dire quoi, forcer la porte du Parlement? Forcer les députés à entendre la souffrance, l'isolement, l'angoisse des parents aussi par rapport à des situations qui restent vraiment criantes. La dernière fois, ils sont venus donc chaque année, et puis ils sont là, ils assistent, et après on se retrouve à l'heure de midi. La dernière fois, c'était le 26 octobre dernier, puisqu'ils sont là à chaque ouverture du Parlement. Et c'était surtout le GAMP, et pour dénoncer le manque de place pour les situations de grande dépendance, ils avaient tous mis un masque. C'était vraiment très fort. Merci de rester indignés, de continuer à nous dire « vous devez nous écouter, on a des situations vraiment criantes ». Et donc, merci de terminer ce cycle, que nous, on a voulu, ce cycle de démocratie, avec vous. Je trouve que c'est justement vraiment très, très fort. Alors, sur l'autisme lui-même, et puis je vais tout de suite présenter mes collègues, je lisais un chiffre qui dit tout, en fait, qui me parlait très fort, qui était qu'il y a une étude internationale reconnue, sur laquelle on se base, excusez-moi, je ne sais plus la référence exacte, mais qui disait que une personne sur 160 est reconnue comme avec TSA, ce qui ferait 70 000 personnes en Belgique. Et une étude européenne toute récente dit qu'au fond, ce n'est pas une personne sur 161, voilà, mais une personne sur 100. C'est presque du simple au double, en fait. Et ça, c'est une étude européenne. Et au fond, ça dit tout de la problématique du TSA, de l'autisme, c'est qu'il y a tellement de diagnostics différents. Il y a presque autant de diagnostics précis que de situations par rapport à laquelle on est. Et il y a ce côté un peu, je vais le dire, Cynthia, tu me permettras, de phénomène de société où quand vous parlez d'autisme, les gens répondent plus Reinman, mais The Good Doctor et Einstein et Bell et sa maman qui avait aidé quand même à traverser l'école. Et moi aussi, je connais des amis qui ont un enfant autiste, etc. Et parfois, à la fois, c'est très porteur, parce qu'on se dit, tiens, on parle de l'autisme, et à la fois, il y a un côté très dur, parce que tout le monde n'est pas Einstein, tout le monde n'est pas dans cette situation-là, loin de là, et donc il y a presque un caractère d'autant plus difficile pour les parents qui veulent qu'on place le diagnostic correct, juste, mais surtout qu'on aide leur enfant à faire des petits pas dans une inclusion de l'école, des petits pas pour être socialisé, participer à la culture, à la vie de société, des petits pas. Et donc, à la fois, oui, l'autisme, et merci de l'avoir fait, est au centre d'un débat de société, et en même temps, il faut rester extrêmement vigilant à répondre à des situations multiples, très diversifiées, des diagnostics très diversifiés, de façon précise. Alors je pense que le GAMP, non seulement il nous a forcé la porte et Info-Autisme, pardon, ils nous ont forcé la porte du Parlement, mais ils ont aussi, je pense, forcé la porte de plusieurs d'entre vous qui êtes ici, brisé l'isolement, induit une chaîne de solidarité. Et je pense que ça, c'est très très fort pour des parents qui tout d'un coup ont un diagnostic d'autisme, de se dire, oui, c'est vrai, je peux déjà
peut-être ne pas nécessairement ne plus me sentir seule, parce qu'on se sent quand même seul, mais au moins échanger. Et ça, c'est le premier pas justement vers vraiment l'inclusion de l'enfant, de ses proches, de ses parents dans la société. Alors, je vous dis, c'est vraiment magnifique parce qu'il y a beaucoup de collègues qui sont là. On a peu d'intervenants du côté GAMP et Info-Autisme, donc il y aura vraiment une grosse place pour le débat. Je les présente, c'est ça justement le jeudi de l'hémicycle, parce que vous savez combien ils donneront suite d'ailleurs à ceci. Gaëtan van Guatsenhoven, qui est chef de groupe MR, Willem Draps, qui est député MR, qui est à côté de lui, Isabelle Emery, qui est députée socialiste, André Dubus, qui est député CDH, Caroline Persons, qui est députée des filles, Joël... oui. Joël, mais présentez, en fait c'est encore plus sympa d'ailleurs, Joël Maison, quand même je sais, qui est, non, ça quand même pas, qui est député des filles, Magali Plevy, qui est députée écolo. Magali, levez peut-être la main, c'est ça que je voulais dire, présentez-vous, parce que comme ça on vous voit. Jacqueline Rousseau, qui est députée MR. Présente-toi. Attends, parce que... Oui. Allez, présentez-vous tous. Il y a même, voilà, le PTB. Oh là là, présentez-vous. Présentez-vous. Claire Guerras, voilà. Députée PTB. Voilà. Présente-toi, Marc Lowenstein, député des filles. Et puis, on a quand même une nouvelle... député MR. Oh, pardon, je te dis bonjour en plus. Jamali Kasban, député socialiste. Et puis, on a quand même une nouvelle députée qui est Anne Erscovici. Bienvenue Anne, re-bienvenue. Ça fait vraiment plaisir de te voir ici, qui est députée écolo. Paul Galland, ça fait plaisir de te voir aussi. Voilà. Est-ce que j'en ai oublié? Ah, pardon. Allez, il faut, les députés, vous devez prendre la parole. Hein. Vous êtes habitués à prendre la parole. Allez, David, présente-toi, je t'ai oublié. Non, je me suis présenté. David Westman, député MR. Voilà. Ok. Est-ce que j'en ai... Vous voyez, la salle est très remplie. Et donc, ils sont là à votre écoute. Alors, on va commencer... David, c'est parce que tu étais dans un petit coin là, et puis tu t'es retrouvé là, donc voilà. Alors, on commence ceci. Merci donc d'être si nombreux ici. Et on commence justement par ce qui est la première étape, à la fois douloureuse, difficile. En même temps, on est tout de suite dans ce qui doit être le futur. Le diagnostic, c'est ce qui ouvre des portes vers le futur. Et donc, Christelle Ninforge, directrice du SUSA Bruxelles, va nous expliquer ce que c'est que ce moment clé où on apprend que son enfant a un TSA. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment y faire face? Comment y répondre de la façon la plus précise. Et Cynthia me dit que d'abord on met une vidéo. Voilà.